Voilà. Donc ce soir, nous nous retrouvons pour continuer à étudier les usages de la céramique au XVIIe et XVIIIe. Et cela peut penser être peut-être un peu étrange, mais pour le chauffage, il y a énormément de choses à raconter. Et ce soir, nous avons un grand spécialiste, Jacques Bastian, qui est expert en céramique, qui travaille beaucoup sur l'Est de la France et du coup aussi en Europe. Et il va nous expliquer en fait toute cette histoire du chauffage. Donc Jacques, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Pour parler du chauffage à Strasbourg au 18e, je voulais vous dire une chose pour commencer. Ça ne me dérange pas du tout Ah que vous oui, j'ai oublié de posiez des questions. Hein, parce que c'est vraiment un monde très à part pour les gens qui n'ont jamais assisté à un montage, démontage de poils, des choses comme ça. C'est vraiment très particulier. Je vais essayer de vous avancer un peu dans ceci. Pour commencer, je vais d'abord prendre les différents types de chauffage qui a eu lieu en Alsace, et vous allez voir avant de commencer vraiment avec la céramique de poêle. Ou dans la céramique de poêle, il y aura d'abord une introduction sur les problèmes techniques de conservation, de conception, de construction, et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a eu exactement comme production de poêle à Strasbourg. Bon, j'arrive pas à le faire marcher, Marie. Pourquoi ça marche pas? Je voudrais le faire défiler. Ah, voilà. Alors, si l'on remonte dans le temps, nous avons déjà l'usage de la cheminée chez nous. L'usage de la cheminée s'oppose à l'usage du poêle. Le poêle est plutôt une tradition germanique, alors que la cheminée est française, telle qu'on le verra après au XVIIIe. Là, vous avez le château de Ratsamhausen qui se trouve à côté d'Ottrott en Alsace et qui montre une très belle cheminée qui devait être là. Là, vous avez une cheminée. Est-ce que le bas de l'écran est coupé? Un petit peu. Ah, Marie, le bas de l'écran est coupé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et surtout, oui, on ne voit pas le bas ici. Surtout, ce que je veux vous montrer dans cette photo de ce. Ah, pardon. Attends. Voilà. Je ne sais pas comment. Bon, c'est au Palais Rohan. Pas très grave. Oui. Bon, ce qu'il faut comprendre dans une cheminée, ça ne chauffe pas. Hein. C'est comme une bougie. Vous prenez une bougie, vous mettez votre main à 1 cm de la flamme de côté, ça ne chauffe pas. Vous mettez votre main par-dessus la bougie, ça brûle. Parce que toute la chaleur va monter. Ce qui chauffe dans une cheminée, ce sont les plaques de fonte que vous avez dans le fond du poêle. Ces plaques en fonte sont en contact avec les braises qui sont en bas, emmagasinent la chaleur et c'est un phénomène de convection et de rayonnement qui chauffe. Hein, la cheminée en elle-même, le feu ne chauffe pratiquement pas. Hein, ça chauffe à 1 mètre, 1 mètre 50, mais autrement, ça ne chauffe pas. Hein, il y a un dicton français qui dit pour la cheminée, c'est le cul gelé, les marrons grillés. Voilà. Après, vous avez la cheminée qu'il faut bien comprendre aussi. Ça rentre dans un système décoratif, comme on va voir aussi pour les poêles, où vous avez une association, par exemple ici, ce trumeau qui est né avec cette cheminée reprend la typologie de rocailles qui ont été déclinées dans la cheminée que l'on retrouve sur le trumeau. Cas particulier de cette cheminée, c'est qu'elle n'a pas de plaques en fonte, mais des plaques qui sont en céramique. Hein, cheminée en grès c'est la pierre, et l'habillage en terre menhir. Et là, on commence à rentrer dans un problème d'appellation. J'ai téléphoné à Antoine Dalbis, à Madjeti, à Christine Laossois qui a écrit un bouquin sur les terres vernissées. Christine Laossois disait c'est de la terre vernissée. Madjeti disait non, c'est pas de la vraie terre vernissée parce que c'est un type de terre vernissée qui veut ressembler à de la faïence, alors qu'on est devant une terre recouverte d'un engobe blanc
et où on a ajouté dessus une couverte plombique. Alors, le terme plombique vient de Maggetti. Maggetti a dit le terme plombifère, effectivement, n'existe pas dans le dictionnaire, c'est plombique. Hein, ça, c'est juste. Mais je l'ai mis en petit pour essayer d'arriver à un consensus sur l'appellation de ces choses-là. Et là, vous avez un habillage intérieur réalisé par Acker, par François-Paul Acker, et où vous avez ces petites têtes qui étaient, avec le casque, pouvaient s'enlever et ça permettait une récupération de chaleur. Le sujet est très amusant de cette scène galante, mais ce n'est pas, surtout je veux insister là-dessus, ce n'est pas de la faïence. Autre type de chauffage en dehors de la cheminée, c'est le chauffage amovible, qu'on appelle généralement poêle de carrosse, qui était rempli de braise à l'intérieur et qui pouvait se transporter, monter sur roulette, ça se transportait d'un lieu à un autre, ou ça pouvait effectivement aussi se monter dans un carrosse. Je vous ferai remarquer la terre rouge que vous avez dans la... Peut-être que oui, j'arrive à vous la montrer là, la terre rouge de ce poêle portatif. Le fer dans la terre diminue le coefficient de dilatation de la terre. Et donc, pour cette pièce qui est en faïence, où vous pouvez quand même remarquer que c'est déjà bien craquelé, vous avez une terre qui tient bien sur ce type de terre. Tout ça, ça rentre dans un problème de conception de ces choses-là qui associe le sculpteur, le céramiste et surtout le technicien qui va arriver à faire perdurer la pièce. Autre type, alors tout à fait particulier, c'est ce poêle commode qui se trouvait au musée Lorrain au premier étage, dans le petit couloir derrière, et qui est un poêle en faïence qui est très particulier. Je ne sais pas si vous voyez là, dans la photo en haut à gauche, si vous voyez tout le poêle qui ressemble à cette... Pardon ? Ça. Oui. Là, tu peux montrer, là. Oui, là, de ceci. Ça, c'est le dessus. Et cette commode très, très bizarre, où vous avez un portillon de côté, commode tout à fait improbable. Des commodes à portillon, ça existait. Mais ce poêle, ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher ? Parce que vous n'avez pas de sortie de fumée. Un poêle doit avoir une sortie pour la fumée. Et c'est juste avant le confinement, Pierre-Hippolyte Péné, le conservateur du musée Lorrain, m'a dit, mais il y a avec ce poêle une structure métallique en fer forgé que je n'ai pas pu voir à cause du confinement et que ça va se faire dans les prochains temps, et qui était une structure de support pour ceci. Et l'idée de Thierry Franz, que je trouve absolument géniale, c'est dans cette gouache, malheureusement, qui a disparu lors de l'incendie de 2003 du château de Lunéville, vous avez 2 commodes qui sont laissées alors que tout le mobilier est parti. Et ces commodes, ce sont sans doute les bouches d'aération d'un système de chauffage central qui devait correspondre à ce type de poêle en faïence. Vous voyez que la partie basse ici du poêle devait laisser sortir de l'air chaud. Et le poêle était chauffé dans sa structure, la faïence était chaude, mais ces deux commodes situées de part et d'autre de la porte d'entrée devaient être le système de chauffage de cette grande salle d'apparat. Ces choses-là ont existé, on en connaît plutôt à la fin du 19e, mais je pense que c'est la seule explication possible de l'utilisation de ce type de poêle. Autre type de chauffage, c'est le poêle en fonte. Alors le poêle en fonte, les 2 Dietrich au Jäger, dans leur fonderie du Jägertal près de Reichshofen, en ont beaucoup produit. Des choses comme ça sont naturellement assez rares. Remarquez une chose dans la partie bas, la photo en bas à droite de la fleur de lys. Vous voyez les petits points qui sont au-dessus? Ça, c'est dû à la chauffe à l'intérieur de ce poêle qui
dans cette fonte qui est avant la révolution industrielle, avant les années 1850, est une fonte qui n'est pas aussi homogène que ce qu'on va voir après 1850. Et ces fontes deviennent poreuses avec le temps. Avec ces petits points, parce qu'il y a des petits morceaux de minéraux qui ont été brûlés par le feu. Alors ces poils, il faut savoir que ce sont des choses, c'est assez dangereux. Moi, j'ai eu l'expérience d'un poêle comme ça qu'on avait à la maison de campagne, et c'est vraiment très, très, très dangereux d'un point de vue de la chauffe. Ce qu'il faut savoir, ces poêles étaient quand même répandus, puisque la salle du synode du Palais Rohan, en 1742, était équipée de poêles en fonte qui ont été remplacés par des poêles en faïence en 1770, et ça, on va en parler après. Mais à l'origine, c'était d'énormes poêles en fonte. Et là-dedans, on pouvait charger des bûches de 50 à 1 mètre pour arriver à chauffer. Ça aussi, c'est important de voir que tous ces utilisations de poêles sont liées aussi au type de bois que l'on peut mettre dedans et comment chauffer ça. Venons-en maintenant aux poêles en faïence. Alors, les poêles en faïence les plus anciens, ce que vous avez ici à gauche, c'est ce type de carreau appelé gobelet que vous trouvez dans la thèse de Jean-Paul Mine, et c'est le livre qu'il a publié en 77 sur la céramique de poêle de l'Alsace médiévale. En haut à droite, vous avez un morceau de fresque qui est conservé au musée de Zurich, où vous avez un moine ou un personnage qui qui se situe devant ceci. Et ce que vous avez là, ce sont ces carreaux tronconiques qui sont inclus dans une maçonnerie. Alors, une maçonnerie qui était en chamotte. La chamotte est un mélange d'argile et de sable. Ça, on va encore en reparler. Et ce que vous avez en bas, c'est un peu la tradition qui s'est maintenue en Autriche, où vous avez un poêle qui a été remonté sans doute 18e ou 19e, où ils ont pris encore ces carreaux type gobelet, avec en dessous des carreaux qui sont encore différents. C'est un bricolage, mais la céramique de poêle est un bricolage constant, et vous allez comprendre pourquoi. Mais ça, ce sont les ancêtres du poêle. Et surtout, ce qu'il faut voir, ce type de carreau gobelet permet surtout de rayonner. Ça va diffuser la chaleur, ce qui n'est pas dans un feu normal. Le poêle en faïence, par ce type ces carreaux de poêle, va diffuser et faire rayonner la chaleur. Voilà un peu les carreaux de poêle et les poêles qui pourraient se développer à partir de la fin du 15e avec des carreaux plus petits. Ça, c'est un carreau 16e réutilisé au 17e, vous voyez, daté 1655. Et là, vous avez au musée de Dresde un poêle qui semble pas trop bricolé. Ça pourrait ressembler dans sa partie basse ceci, et vous avez à l'envers un carreau de poêle tel qu'il est. Parce que vous voyez qu'il est creux parce que c'est rempli de chamotte. Et la chamotte va emmagasiner la chaleur et la diffuser. C'est surtout ce problème de diffusion. Parce qu'un poêle, comme vous l'avez ici en bas à droite, vous mettez... celui-ci, si c'est quelqu'un qui est adroit en pyrotechnique, il doit arriver à monter ce poêle en 3 jours pour qu'il chauffe. Il ne faut pas espérer chauffer avec un poêle en faïence comme ça en 5 minutes. Ça met longtemps à chauffer. Une fois que c'est chaud, il faut entretenir le poêle. Et là, je vous montre aussi, pour un peu illustrer ce propos, un poêle de Huguelin. Vous voyez, c'est ce poêle colonne. Et vous allez comprendre que c'est finalement très fragile, un poêle comme ça. C'est presque un château de cartes qui est maintenu avec ici des agrafes en fil de fer recuit, et ceci, c'est de la chamotte que vous avez à l'intérieur. La chamotte, ici, vous êtes à un étage supérieur, donc vous n'avez pas besoin de remplir complètement les carreaux à l'intérieur de chamotte, alors que toute la base du poêle est remplie de chamotte. Et ce problème de ces poêles, c'est les gens qui ne savent pas les déplacer, parce que déplacer un poêle, c'est une certaine technique. Vous voyez que ces cerclages en laiton que vous avez là sont très... Bon,
attendez, excusez-moi, sont très importants parce qu'ils maintiennent les différents fagots entre eux. Dans le temps, aujourd'hui, on a des sangles à cliquer pour transporter tout ceci, et chaque étage doit avoir des sangles à cliquer avec une certaine tension. Moi, je me rappelle encore, il y a 45 ans, quand je transportais des poêles avec mon père, nous n'avions pas encore de sangles à cliquer, c'était des petites cordelettes et avec des bâtons, et on tordait la corde avec ces petits bâtons qui étaient fixés après des petites ficelles pour transporter ces différents fagots. Aujourd'hui, je dois dire, j'ai assisté comme ça dans une administration à Strasbourg où à un carnage où l'administration avait monté, sans doute dans les années 1950, des poêles dans les greniers par quelqu'un qui savait les monter, et ils se sont dit maintenant ces poêles on va les vendre, on va les prendre, et ils ont pris ça à bras le corps. Vous voyez, un poêle comme ci, pris à bras le corps, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Hein, il y a des techniques très précises pour transporter ces poêles qu'il faut respecter. Et si ici vous avez une chose simple de transport, les poêles que vous allez voir après, les monstres, par exemple du château de la résidence de Rastatt, qui étaient à l'origine au-delà de 4,50 m de haut, c'est d'une technicité de transport vraiment très complexe. Hein, et il faut savoir faire. Parce qu'une fois que vous avez mis toutes vos sangles à cliquer à chaque étage, ici, là, et jusqu'en bas. Après, vous pouvez desserrer le cerclage en laiton, et après, vous pouvez le soulever. Parce que ce poêle qui fait 250 kg environ, seul, on n'arrive plus à le soulever. Tu montres avec les flèches, sinon on ne voit pas ce que tu montres. Oui, si vous voulez plus de précision, mon épouse me dit que je ne suis pas assez précis dans ce que je montre. Arrêtez-moi, ça ne me dérange pas du tout. Alors, il faut savoir une chose, le danger de ces poêles, c'est dans la première moitié du XXe, ils se croyaient très intelligents, et ils ont remplacé la chamotte par du ciment réfractaire. Alors, je peux vous dire, quand vous êtes intéressé par un poêle comme ça, il faut toujours avoir une petite lame fine en poche et pouvoir creuser entre les carreaux pour voir si c'est monté avec de la chamotte ou du ciment réfractaire. Parce que ce poêle-là, monté avec du ciment réfractaire, plus personne ne le bouge. Il faudrait recouper avec une melette, une petite disqueuse entre chaque carreau pour arriver à désolidariser tout ça. Alors, les poêles, naturellement, ils ont non plus la cote. Dans la maison, notre maison familiale, Place de la Cathédrale à Strasbourg, était chauffée au bois, on peut dire que dans les années après-guerre, dans les années 50. Et ma grand-mère me racontait que venait tous les jours un espèce de cheval de bataille qui montait le bois à tous les étages pour alimenter ces poêles. Les poêles étaient allumés début octobre ou en octobre à Strasbourg, et on les éteignait en fin avril, début mai. Tout le temps, ils étaient entretenus pour que le phénomène de convection soit là-dessus. Et la nuit, il y avait des briquettes qui étaient des espèces de petites briques qui étaient faites en poussière, avec de poussière de charbon, et on les mettait sur des braises emballées dans du journal mouillé. Et le lendemain matin, vous retrouviez les braises et vous remettiez du bois pour activer votre poêle. Et ces poêles-là ne consommaient pas terrible. Une fois qu'ils étaient chauds, avec quelqu'un qui connaissait le système, il n'y avait pas de problème. Alors aujourd'hui, naturellement, un poêle en faïence comme ceci doit avoir son conduit de cheminée autonome. On n'a pas le droit d'avoir un autre poêle qui est branché dessus, et en plus, en moins, d'avoir un chauffage au gaz branché sur ces poêles en faïence. Et il faut que tous les conduits soient tubés, et c'est devenu infernal dans un appartement en ville d'utiliser un poêle comme ça. Alors, nous sommes en train d'étudier un système, vous voyez, ces deux petites, ce sont des résistances pour arriver à transformer ces poêles électriques. Jusqu'à présent, nos essais ont été concluants, mais disons, c'est peut-être l'avenir, je dirais, pour ces poêles en faïence, d'arriver à leur donner une fonction. Non, ça, on a déjà passé. Alors, le problème, un poêle comme ceci, il faut savoir si dans le poêle précédent, le conduit, vous chargiez en bas, les flammes passaient d'abord dans une partie horizontale derrière, et puis encadrées
le portillon, attendez voir que j'arrive à vous montrer, ce portillon, c'est un four. C'est un four où les flammes passent de part et d'autre, puis remontent, et puis c'est dirigé vers l'avant pour retourner vers l'arrière et sortir enfin du poêle dans un conduit en tôle. Je veux dire, il faut qu'à l'intérieur du poêle, vous ayez un cheminement des flammes et des fumées, et un cheminement qui soit aussi conçu pour qu'un ramonage et un nettoyage du poêle soit possible, parce que ça, sinon, ça ne marche pas. Vous arrivez à chauffer 1 an, et au bout d'1 an, vous êtes dans les problèmes. Et dans les grands poêles comme ceci, comme ça, ce poêle du Kirchgartenmuseum qui était pour le Württemberger Hof, vous avez le feu qui est mis vers l'avant. Ah oui, pardon, excusez-moi. Les flammes qui sont mises devant, les flammes montent. Là, il y a un passage, ça redescend pour ressortir ici par le conduit. Et c'est le réglage du tirage qui vous permet d'arriver à ce qu'il y ait un chauffage de qualité. Naturellement, à l'intérieur, un poêle comme ça doit être protégé de chamottes, et même aujourd'hui, les grands poêliers, en particulier les poêliers suisses, montent tout un réseau de briques réfractaires pour protéger la faïence. Hein. Ce gros pot que vous avez ici, là à côté, ça c'était de l'eau qui était mise à chauffer pour les cuisines ou la toilette. Alors là, vous avez justement l'exemple d'un poêle où il y a eu un problème. Le bas, naturellement, était en fonte, ça a marché. Mais là, ce que vous avez là, ce brin, ça, c'est les flammes. Il a été trop chauffé là, et ils l'ont foutu en l'air. Hein. Et ça, il faut savoir que ça, c'est le danger des poêles. Quand vous avez un poêle qui avait ces taches brunes, souvent, au 19e, on disait mais ce poêle est moche, etc. Et c'était sorti à la masse. Ce que vous avez ici, ça c'est aussi un exemple qui est au Muséum Turlin. Ça, c'est de toute façon un bricolage. Il y a eu un bricolage sur ce poêle. C'est pas possible que ce poêle soit né comme ça. Hein, les motifs que vous avez, j'arrive pas avec cette flèche, là. Les motifs que vous avez là ne sont pas cohérents par rapport à ceci. Cette bordure ne va pas, la partie supérieure est bizarre. Enfin, disons, c'est tout le problème de ces poêles. Quand c'était trop grand ou quand il y a des carreaux qui étaient cassés, on les remontait. Oui, une chose que je ne vous ai pas dite et qui est quand même très importante, un poêle comme ceci, et les autres poêles, et tous les poêles, c'est la même chose, ça doit être démonté et remonté environ si c'est utilisé tous les hivers, tous les 60-70 ans. Hein. Sinon, la chamotte part en poussière et tout se défait, le fil de fer recuit rouille, et le poêle s'effondre à la fin. Hein, et c'est un entretien quand même assez compliqué. Je vois par exemple le prince Bernard de Bade dans son château de Salem, qui jusqu'à il y a 20 ans était chauffé seulement au bois. Je ne sais pas si vous connaissez, ceux qui connaissent le château de Salem, c'est pour le corps central. Ils avaient besoin de 120 stères de bois pour chauffer le château. Et tous les ans, il y avait un poêlier qui venait pour rechemiser et voir si toute la chamotte était bien en place dans tous les poêles, et où il rentrait dans le poêle par l'arrière pour voir si tout était bien. Et ceux qui ont eu la chance de dormir en hiver à Salem, vous avez la domesticité qui passait à 6 heures du matin et refaisait les feux pour que dans les chambres, les températures soient agréables lorsque les gens se levaient. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et une chose aussi qui a été un grand danger pour les poêles en faïence, c'est la mode. Alors naturellement, quand les poêles de Huguelin, comme celui que vous avez ici à gauche, avec les armes de Strasbourg, quand on a eu ceci, c'était beau, c'était vraiment Napoléon III dans tout ce qu'on peut évoquer de cette nouvelle bourgeoisie de la deuxième moitié du 19e qui est venue, qui avait les moyens. Un poêle comme ceci,
que vous avez à droite, qui est un poêle fin 18e, quand on hésitait à le remonter parce que des carreaux étaient peut-être fendus, une mauvaise chauffe, etc., et ben on le sortait à la masse et on le remplaçait par un très beau poêle fin 19e. Ça aussi, il faut savoir le phénomène de mode, parce que je considère qu'il ne nous reste vraiment plus grand-chose comme poêle en faïence par rapport à ce que nous avons connu. Je vois dans notre maison Place de la Cathédrale à Strasbourg, il y avait 1 à 2 poêles à tous les étages. Et il reste pratiquement rien. Alors, vous avez vu, il faut faire la différence dans ces plaques de fonte entre des plaques de poêle et des plaques de cheminée. La plaque de poêle a toujours ses encoches ici. Vous voyez? Merde, pardon. Et cette partie-là est droite parce que c'était la partie qui était insérée dans le mur. Cette partie-là a 4 encoches parce que c'était la partie de façade. Et vous aviez, pour les joints, ces espèces de montants avec de grosses vis. Dans les beaux poêles, c'est dégarni de vis en laiton qui étaient là pour maintenir le tout. Et c'était la partie basse où il y avait la chauffe importante et au-dessus, vous aviez un dôme en faïence. Et vous voyez, à côté de ceci, ce que vous avez là en bas, ça c'est la plaque de cheminée qui est plus épaisse et qui est une chose qui doit faire rayonner la chaleur dans la pièce dans une cheminée, parce qu'autrement la cheminée ça chauffe pas. Et c'est vraiment des problèmes qu'il faut prendre en considération lorsqu'on étudie le poêle, et même aujourd'hui, si quelqu'un veut s'installer un poêle en faïence, c'est un merveilleux chauffage pour les gens qui ont accès à du bois de qualité. C'est merveilleux comme chauffe et c'est très, très, très agréable. Alors, généralement, tous ces types de poêles, comme vous l'avez celui-ci, se chargeaient par les pièces à côté. Et c'était propre. C'est du chauffage propre. En opposition à un poêle comme ceci, ces grands poêles monumentaux, qui ont rarement le chargement par la façade, parce que sans doute il n'y avait pas de conduit à l'endroit où on a voulu installer ce poêle. On a eu un passage à l'arrière pour pouvoir charger le poêle. Et on avait ceci pour charger les grands poêles. Je vous montre cette photo que j'ai reprise à la conférence de Madame Barbier de la semaine dernière. Voilà, ça ce sont des poêles de Cropper. Et ces poêles de Cropper qui étaient poêliers du roi, et qui a fourni des choses à Versailles, mais il y avait beaucoup. Versailles semble avoir été vraiment rempli de poêles, parce que c'était une chaleur propre. Et qui ici pour cette salle de bain, et je trouve ça vraiment un fabuleux exemple de l'utilisation telle que ça devait être au XVIIIe. Reprenez la thèse de Jean-Paul Mine où je vais voir, je l'ai ici, je vais juste vous lire un passage que je trouve assez croustillant. La reine m'ayant dit, c'est sans doute vers 1760, il y a une erreur dans la thèse de Mine, la reine m'ayant dit ce matin, monsieur, qu'elle souhaitait que l'on mît dès demain, s'il était possible, deux poêles dans la pièce de ses bains et petit cabinet, afin d'en ôter l'humidité qui pourrait y être. Je suis obligé de partir pour Paris. Je l'ai prévenu que vous iriez prendre ses ordres. Elle les veut dès demain. C'est fabuleux. Un poêle comme ceci nécessite des corps de métier de différentes choses, de monter par rapport au conduit. C'est vraiment les gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est un poêle. Un poêle est quelque chose de bien. C'est un gros travail d'installation et surtout, pour que ça marche, il y a beaucoup de poêles qui ont été installés qui n'ont pas eu le tirage nécessaire pour arriver à ce que ça marche correctement. Et là, il faut vraiment des gens d'expérience pour utiliser des choses comme ça. Là, vous voyez une gravure qui a été faite sans doute à Augsbourg et qui montre
les diverses sortes pour chauffer les fourneaux, les différents types de poêles, comment est-ce qu'on pouvait les poser, comment les alimenter. Vous voyez, là, il propose, là, c'est le chargement par ici, avec des poêles qui se trouvaient dans les 4 angles ici. Là aussi, c'est un poêle qui est là, et on le chargeait par la pièce à côté. Hein. Tout ça, c'est pour avoir de la chaleur propre. Hein. Mais ces poêles aussi, ces poêles monumentaux, si on les utilise, il faut penser à les remonter. Hein, et démonter, remonter tous les 50-70 ans. Sinon, ça ne tient pas, la chamotte s'effrite et ça s'écroule à la fin. Là, vous avez alors des projets de poêles chez ce Ville à Augsbourg, ça c'est une gravure. Là, vous avez une gravure de Cuvilliés, ça c'est important parce que je vais en reparler après. Cuvilliés, qui travaillait pour les Wilspark à Munich, a fait aussi des projets de poêles qui étaient où la rocaille était inclus et correspondait aussi aux boiseries de ceux-ci. C'était un art total absolument incroyable. Et là, vous avez alors un dessin qui avait été fait pour le Städtmeister de Strasbourg, c'est-à-dire le maître de Strasbourg, qui était Zorn von Bullach, et qui a fait ce dessin à l'antique. Non, ce n'est pas dans celui-ci. Et là, vous avez une chose qui est très rare. C'est pas de Strasbourg, ça se situe à Montbéliard, à l'hôtel Beurnier. Je vous prie de m'excuser ma photo, mais vraiment, c'est le scan de la diapo n'a pas marché. Mais surtout, ils ont encore la commande, le dessin de commande du poêle. Et vous voyez ce poêle à fond vert, qui avait été conçu sur le dessin, comme il a été réalisé à la fin. On retrouve encore les 2 étages de carreaux ici, vous voyez, que vous retrouvez là, avec une bande de fleurs au-dessus, et 2 grands carreaux au-dessus, avec de nouveau une bande de fleurs, mais tout le reste a été vraiment modifié. Le haut aussi, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un petit bricolage dans le haut. Mais je dirais, bricolage est un peu... c'est peut-être pas forcément le mot, c'est lorsque ce poêle, s'il est utilisé, qu'il est démonté, qui a été fait en 1772, s'ils l'ont démonté en 1850, ils l'ont remonté, et qu'il y avait un truc qui clochait un peu, on dit, oh, ce vieux truc, ça, on n'a plus besoin de s'embêter avec cette partie haute, et on le vire. Hein. Mais disons, c'est ça le danger de la continuité des poêles et de la pérennité des poêles. Alors, pour les commandes des poêles, vous avez souvent on proposé des modèles de poêles. Et ça, c'est ce petit modèle de poêle du Kirschgarten qui est... Ah oui, avec la flèche, pardon. Vous voyez ceci à 33 cm de haut par rapport à ce poêle qui fait 3,60 m. Hein. Et là, sans doute, il y a eu des propositions, et puis on a proposé autre chose, on voulait des peintures avec des personnages, mais des personnages différents, etc. Mais tout ceci était dans la négociation. Mais ces poêles que vous avez là rencontrent les mêmes problèmes que le poêle tout simple que je vais vous montrer du Huguelin des années 1850, 60. Tout est monté avec des fils de fer, de la chamotte, etc. Si on veut l'utiliser. Sinon, ça ne marche pas. Là, vous avez aussi un modèle de poêle. Alors ça, c'est un modèle de poêle alsacien. Qui est dans une collection particulière. Il y a presque le même au Musée Unterlinden de Colmar, sans la partie supérieure. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce modèle, ces parties-là étaient en grès. Ça, c'était des parties qui étaient des plaques de fonte avec les joints de recouvrement. Et ces parties-là, alors, étaient au-dessus en céramique. Hein, et c'est comme ça que ça a été remonté. On est en 1715, Strasbourg est français depuis 1681, et c'est vraiment ces petits modèles qui sont typiques des pays germaniques que l'on pouvait proposer alors à la clientèle avant de fabriquer quelque chose en grand, avec naturellement, pour faire plaisir aux nouveaux régnants, avec les armes de France. Alors, ce petit poêle est très amusant. Vous voyez, la plaque que vous avez là, c'est la plaque du dessous. Hein, et ils ont
récupérer un morceau sans doute de clavicorde, de table d'harmonie de clavicorde ou de clavecin qui est de Karl van Bemmel, et ils ont découpé sagement ceci pour en faire le socle de ce modèle de poêle. Là, il y a une petite statuette qui est tombée, qui n'est plus arrivée, et vous voyez que tous ces petits personnages alors étaient peints à froid. Dans ce cas présent. On verra qu'il y a eu encore des cas de peinture à froid sur d'autres poêles, ça a pu exister. Mais ça aussi, c'était un modèle de poêlier qui était peut-être dans son échoppe avant qu'il proposait à la clientèle pour arriver à commander ce poêle. Venons-en maintenant aux poêles. Dans les poêles en Alsace et dans de nombreuses régions du Rhin supérieur, il y a deux qualités essentielles. Les carreaux en terre vernissée ou en terre engobée à couverte plombique et ce qui est en faïence. Et ça, je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux, parce que naturellement, c'est la même différence qu'il y a entre qualité fine et qualité contournée. Mais là, dans les terres vernissées, ça revenait aussi beaucoup, beaucoup moins cher. Ça, c'est important de voir. Et surtout, les manufactures comme Winterthur, qui ont fabriqué de la vaisselle comme de la céramique de poêle, avant des manufactures comme Steckborn, ont eu des mélanges de terres différents. Et ça, c'est très important de voir pour les gens qui veulent faire des recherches d'archéométrie, c'est que la céramique de poêle nécessite une terre à petit coefficient de dilatation si on veut que le poêle résiste. Plus le coefficient de dilatation de la terre sera important, plus tout ceci va bouger et plus il faudra remonter son poêle régulièrement. Alors, vous voyez, dans ces carreaux en terre vernissée, nous ne connaissons plus aucun poêle. Ça, on n'en a plus. Tout ceci ne correspondait plus au goût, c'était des constructions, mais en tous les cas, je ne connais cette production de poêle que par des tessons, des carreaux qu'on a pu récupérer à gauche, à droite, mais on n'a plus aucune idée de comment étaient ces poêles. Là, on commence à avoir la production de hackers, ou du moins et qui étaient des poêles, des grands poêles. Alors, les hackers se sont installés fin 17e à Strasbourg, et c'est des générations. Et ce qui est intéressant de voir, Cropper a été formé dans l'atelier de hacker. Cropper, et qui est après allé rue de la Roquette à Paris, et qui a appris son métier chez eux. Mais lui, Cropper, il a fait des poêles en faïence, mais des faïences blanches. Il ne s'est pas lancé dans la décoration, parce que là, la décoration de poêles en faïence est encore une autre paire de manches du point de vue de la solidité, de la pérennité de ces constructions. Ça, c'est le poêle que j'ai vendu il y a 30 ans à Sèvres, et qui est caché là dans son cube. Rigolez pas, c'est vraiment très sérieux. C'est un poêle magnifique où Antoinette Allais était venue en Alsace. Je l'avais emmené à Northeim, près de Wasselonne, voir le poêle. Elle a dit « Je vous l'achète si vous me le remontez à Sèvres ». Et on a étudié ceci dans tous les sens. Et quand on est rentré à l'intérieur de ce poêle par la pièce à côté, puisque c'est un poêle qui se chauffait par la pièce à côté, on a vu que c'était encore le montage du 18e. Et donc, avec mon père, on a décidé de le transporter en fagot. Et on a monté à l'intérieur de ce poêle, je crois qu'il y avait des photos, beaucoup de photos qui ont été faites à l'époque de ce poêle démonté à Sèvres et comment ça a été remonté. On a monté une structure en bois qu'on a sanglée et on a démonté fagot par fagot pour le transporter. Alors, je me rappelle toujours la tête d'Antoinette Allais, qui était venue à l'époque avec Madame Pannequin, Christine Laossois, parce qu'on était venus avec une camionnette. Et je peux vous dire, quand vous transportez un poêle comme ça, vous le transportez avec de la paille, des coussins, des matelas pour que rien ne bouge pendant le transport. On était parti à 4 heures du matin de Strasbourg pour être à 9 heures, et ils attendaient à côté du camion. On a ouvert les portes et ils ont vu un chantier, mais absolument dingue.
ils ont été effrayés et Antoinette Allais a dit vous pensez le monter dans combien de temps? Et mon père lui a dit ce soir, nous rentrons à Strasbourg. Mais vous n'aurez jamais terminé. Et je me rappelle, Antoinette Allais a dit si ce soir il est monté le poêle, c'est champagne. Et je me rappelle, toutes les heures, elle venait discrètement voir comment est-ce qu'on montait le poêle. Et à 4 heures de l'après-midi, le poêle était monté à Sèvres. Et on a eu champagne et on est rentré à Strasbourg. Mais pour vous dire, un poêle comme ceci nécessite des réflexions. Et surtout, ce poêle, si un jour il est de nouveau transporté, il faut absolument laisser l'ancienne façon dont ce poêle a été monté, parce que vous voyez qu'il y a de la paille, des morceaux de crin, tout ça, c'est un bricolage pour maintenir la chamotte, parce que ce poêle n'a jamais été beaucoup chauffé. Ça, c'est l'histoire du poêle de Sèvres, parce qu'on l'avait proposé à l'origine au musée de Strasbourg. Le musée de Strasbourg n'a pas été intéressé. Antoinette Allais a dit, après l'avoir vu, on l'achète. Je regarde. Oui, non, ça va. Et là, vous avez alors un autre poêle qui est aux Zumturnlin à Colmar, aussi très particulier, avec une cathédrale de Strasbourg. Je pense que c'est la cathédrale, puisqu'en plus la petite maison à côté, mais ils sont trompés du côté de la tour. Et qui est une variante, vous voyez, de ces poêles qui sont en terre vernissée, terre engobée à couvercle plombique. Et j'insiste là-dessus parce que vous allez voir la grosse différence, et parfois la différence est ténue entre les productions. Ce poêle est très intéressant, qui est aussi conservé aux Zumturnlin à Colmar, parce que c'est le seul poêle où j'en connais 2 exemplaires. Tous ces carreaux que vous avez là qui se séparent, hein, vous avez presque une centaine de carreaux pour monter ce poêle, sont moulés. Il fallait donc un moule pour chaque moulure, chaque carreau. Et là, vous avez un poêle où on a 2 exemplaires. Autrement, nous n'avons plus d'exemplaires, parce que je pense ce qui doit nous rester de ces poêles du 18e, du 17e, on n'en parle plus, on n'en connaît plus. Hein. Des poêles médiévaux, quand vous regardez, pour moi, ce sont de tels bricolages qu'il vaut mieux essayer de ne pas en parler. Celui de Dresden que je vous ai montré avant, celui-ci, éventuellement, c'est possible, mais de poêles comme ceci, on n'en connaît plus 2 exemplaires, alors que c'était des exemples qui étaient moulés, qui ont été fabriqués naturellement à pas mal d'exemplaires. Là, vous avez encore un autre exemple de ces poêles à terre engobée, très, très particulier, qui est aussi aux Zumturnlin à Colmar. Alors, le musée Zumturnlin à Colmar est le musée qui concerne la plus grande collection de poêles exposée. La plus grande collection de poêles se trouve dans les réserves du Landesmuseum de Zurich, à Foltern, dans leur nouvelle réserve, mais ils sont tous démontés et montés sur panneaux. C'est à plat, c'est un peu tristouné. Et voilà encore un dernier, fin 18e, de ces exemples de poêles en terre vernissée qui ont été fabriqués à Strasbourg, et des années vraiment 1780-90. Venons-en maintenant à la faïence. Ça, ce sont des choses, on rentre dans une catégorie supérieure. Hein. Ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est la qualité fine. Les autres, c'est la qualité contournée, c'est vraiment la deuxième qualité. Là, ce sont des budgets. Jean-Paul Mine, à l'époque, avec qui j'ai beaucoup discuté, m'avait dit des poêles comme ceci revient entre 6 et 10 000 livres. Pour vous donner une idée, une maison à Strasbourg, de largeur de 3 fenêtres, hauteur de 3 étages, plus échoppe dans le bas, revenait entre 15 et 20 000 livres. C'était des choses qui étaient très onéreuses. Alors ça, c'est un poêle, on n'en connaît plus aucun exemplaire, et ce sont des exemples de carreaux que j'ai trouvés à gauche, à droite, dans mes pérégrinations, et qui étaient dorés à froid. On est proche d'une décoration des Hannon, ça rappelle tout à fait les gravures de Hans Martin Engelbrecht qui ont été utilisées par Paul Hannon. Alors il faut savoir que François Pollacker, qui a fait ces choses-là naturellement, il était proche de Paul Hannon, c'était son beau-frère.
il avait des ateliers qui étaient installés à côté de chez lui, et je pense qu'il y avait un va-et-vient entre les deux. Ils devaient souvent travailler ensemble pour arriver à faire des choses. Là, c'est un poêle qui est très intéressant. Ceux qui voudraient le voir peuvent le voir. Il est chez Marc Eberlin à Illoisen, à l'Auberge de Lille, qui est un très, très beau poêle. Vraiment de grande qualité de Strasbourg. La seule chose qui n'est pas originale, bon, moi je ne le vois pas parce que j'ai ma tête devant, c'est le petit lion qui est tout en haut. Ça, c'est pas bon. Hein, ça, c'est fin 19e. Je suis monté sur une échelle pour le voir. Ça ne va pas. Mais autrement, les peintures sont vraiment exceptionnelles dans cette technique mixte qui correspond tout à fait aux productions de Strasbourg entre 1735 et 1745. Ici, vous avez ce poêle dont je vous parlais dans les collections des princes de Liechtenstein. Et voyez cette partie, ce que vous avez en bas. Hein. Ça, ils ont monté une maçonnerie ou en bois pour qu'on n'ait pas de problème de montage du poêle. Hein, parce que naturellement, au XVIIIe, ceci était ajouré. Hein, et ça a été remonté ici. Et on peut trouver des solutions qui économiquement ne font pas exploser les budgets. Là, on est devant un poêle au petit feu, donc on est après les années 1745, où ce sont des peintres qui ont peut-être travaillé chez Paul Hanon, mais en tous les cas, les productions de Hacker. Et là, on va voir que Hacker a fait appel à gauche, à droite, à tout plein de gens pour arriver à réaliser les décors de ces poêles une fois que le côté technique était dominé. Là, vous avez un cas très intéressant qui est au Kirchgartenmuseum de Bâle, et j'ai retrouvé dans les réserves du musée des impressions sur étoffe un carreau qui correspond exactement à ceci et qui est cassé. Et c'est quand même assez curieux, il devait exister naturellement un autre poêle qui est également réalisé avec ce moule. Et ça, ce sont vraiment de très beaux poêles qui sont dans les années 1750, où Strasbourg est vraiment, le Palais des Rois vient d'être terminé en 1742, Louis XV est venu en 1744, le Petit Feu est installé à Strasbourg après 45 et dominé parfaitement en 48. Et on arrive à réaliser ces choses-là absolument dingues. Chaque fois, ce sont des monuments, hein, ça fait tout ça, c'est 3 mètres de haut. Hein, ou celui-ci, vous voyez, c'est 3 mètres 16, ça c'est le poêle de Württembergerhof, conservé également au Kirchgartenmuseum, et où ce qui est intéressant de voir, il y a un modèle de poêle qui se trouve au Palais Rohan et qui devait donner aussi un peu une idée à l'acheteur de ce que ça va être, mais surtout la peinture du décor de la façade, ici, est une peinture qui est réalisée par Christian Wilhelm von Leeuwenfink, où il reprend exactement la façon dont il a composé les assiettes et la même façon aussi que le plat à barre des Buxtorf, également conservé au Kirchgarten de Bâle et qui est signé par Leeuwenfink. Et vous voyez que les gravures de Bailly ont été là amplement utilisées. La rose retournée, enfin, j'oublie toujours la flèche. Vous voyez, la rose retournée est là avec les 3 feuilles. Les feuilles ici sont disposées un peu différemment. La partie supérieure est pris à la partie supérieure de la gravure et la partie inférieure d'une gravure que vous avez là. Hein, et ce bouton, vous le retrouvez ici. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, Hacker a fait appel à Christian Wilhelm von Leeuwenfink pour peindre ceci. Pour le décor suivant, semble-t-il, on n'a pas autant cassé la tirelire et vous avez quelque chose de beaucoup plus modeste, juste cette gravure de Jean-Baptiste Monnoyer qui est utilisée et c'est revenu naturellement beaucoup moins cher. Et le troisième décor de fleurs qui est encore sur le côté, alors vraiment c'est proche des petits bouquets au gabarit que l'on voit à cette époque-là, et c'était vraiment un peintre alors de troisième zone. Et le dernier côté du poêle est laissé en blanc puisqu'il était contre le mur. C'est aussi, alors ça c'est un poêle qui est conservé dans une banque en Suisse, qui n'est
actuellement, quand j'y étais, ce n'était pas utilisé, mais c'est très amusant. Ce type de peinture est typique des productions de Niederwiller des années 55, alors que la structure, la sculpture, toute la rocaille, tout ça, c'est strasbourgeois, et les décors sont faits en qualité contournée. Au début, ça m'avait beaucoup choqué parce que je me disais, mais bon sang, en qualité fine, qualité contournée, mélangée, quand on voit la rigueur qu'il y avait dans les services, où c'était vraiment, où la tasse était assortie à la soucoupe, où tout était calculé pour le service à la française, dans les poêles, ils n'avaient pas du tout ce souci. Et vous avez par exemple un exemple comme ceci, qui est le poêle de la Augustusburg à Brûle, que là les Allemands acceptaient ce poêle-là depuis très longtemps comme étant de Strasbourg. Et quand vous regardez en détail la peinture de la partie haute, vous voyez, ceci est très certainement une peinture de Hanstedt, avec ses personnages en camailleux rose, si oui, et surtout ce petit nez pointu que vous retrouvez sur une tassée soucoupe qu'a acheté le musée de Sarrebourg il y a quelques années. C'est d'après une gravure de Amiconi, je dirais c'est classique. Et là, il y a quelque chose d'absolument dingue dans ces rocailles qui n'ont rien à voir par rapport à la rocaille strasbourgeoise. Par contre, si vous connaissez le Schloss Fasanari, qui est à 2-3 km de la Augustusburg et qui était le relais de Clemens August, vous retrouvez un peu l'esprit de ces rocailles très particulières dans les boiseries. Et il existe un service en faïence de Strasbourg qui reprend aussi ceci, et je pense que je ne suis pas encore arrivé je n'ai pas pu le démontrer, mais qui était sans doute un service qui était associé au Schloss Fasaneri, aux sculptures et aux peintures qu'il y avait sur ce poêle. Et la partie supérieure, vous voyez, ils ont fait une qualité contournée, très certainement réalisée par un peintre allemand qui est naturellement beaucoup plus modeste. Alors, vous avez ces monstres. Comment ça se fait que ça se situe ici? Oui, bon, ces monstres de la résidence de Rastatt qui ont 4,50 m de haut, et il manque encore une partie supérieure. Alors, j'ai retrouvé dans un bouquin qu'ils auraient été dans un château à Mannheim, et un château de Louis-Georges. Louis-Georges était le fils de Sibylla Augusta, qui était la femme de Louis le Turc. Et je crois que c'est très important de comprendre ceci. Louis-Georges a été la continuité de Sibylla Augusta. Sibylla Augusta, c'est elle qui a construit le château de la Favorite à Forch, à côté de Rastatt, et qui a commencé la résidence de Rastatt, terminée par Louis-Georges. Ettlingen, Schwetzingen, Bruchsal, c'est des gens qui avaient quand même quelques moyens. Ce qui est intéressant de voir dans ce poêle, d'une sculpture absolument merveilleuse et qui est dorée et qui est assez bien conservée. Vous voyez, par exemple, ici, c'est vraiment une qualité de sculpture où il a dû avoir des rapports avec les sculpteurs qui ont travaillé au Palais Véran pour arriver à des choses comme ça. Et la partie centrale était peinte à froid. La peinture qu'il y a là-dessus, naturellement, celle-ci est fin 19e, lorsqu'ils ont une fois remonté ce poêle. Mais il devait avoir les armoiries des bades, avec les grandes armoiries qui étaient peintes dessus. Vous avez alors d'autres poêles qui sont conservés à la Augustusburg à Brûle, qui sont moins importants, qui font environ 3 mètres de haut. Je vous rappelle, ceux de la Favorite, hein, ça c'est 4,50 m. Hein, c'est absolument phénoménal comme montage. Et dans ces poêles-là, vous retrouvez exactement les mêmes problèmes que dans le petit poêle rond que je vous ai montré au départ. Moi, personnellement, si on me demandait de transporter un poêle comme ça, je n'en serais pas capable. Hein, j'en ai transporté des poêles dans ma vie, mais ceci est absolument démentiel, hein, comme technicité de construction.
Et ces poils-là, qui naturellement les Allemands ne voulaient absolument pas que ce soit de Strasbourg, alors que l'on sait aujourd'hui que Clemens August avait entretenu avec Armand Gaston de Rohan-Soubise des relations soutenues. Les Allemands ont gardé encore toute la correspondance qu'il y avait entre les deux. Et ces poils ont été commandés à Strasbourg. Et vous voyez, par exemple, à droite, vous avez le poil de la résidence de Rastatt, et ça c'est le socle de ce poil où vous avez la même conception, les mêmes rocailles au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment le même esprit et la même production. Peut-être moins onéreuse sur les poils de Clemens August, en bleu et blanc, que sur les poils de Rastatt en dorure. Vous voyez où là vous avez aussi alors sur ces carreaux la même rocaille que vous avez ici à Strasbourg dans des détails. C'est vraiment tout ce que le Palais Rohan a influencé après 1742 dans la construction de ces choses-là. Et maintenant, je crois que les Allemands acceptent enfin que ces poils sont vraiment issus des productions de Strasbourg. Remarquez toujours la terre très rouge de ces choses-là pour avoir un faible coefficient de dilatation. Encore un autre poil de l'Arago Augustusburg à Brûle, qui est aussi de Strasbourg, où j'ai retrouvé une pièce qui rappelle un peu ces Chinois. Malheureusement, une pièce ce pichet en faïence a eu de gros problèmes techniques, mais vous avez ce type de Chinois qui a aussi été fait à Strasbourg et qui présente les rocailles typiques de notre art strasbourgeois. Alors là, vous avez un poil on avance un peu dans le temps, là on est vers 1755-60, qui est un poil de hacker qui se charge par la façade, alors que tous les autres poils qu'on avait vus jusqu'à présent se chargent par la pièce à côté, hein, par les couloirs, etc. Et qui est un poil surtout qui a été réalisé par le même peintre. Et ça, on est arrivé à attribuer à Tenich, Johann Samuel Tenich. Tenich, c'est lui après qui va fonder les manufactures de Kiel et influencer toute l'Allemagne du Nord, des manufactures comme Eckernförde, Stockelsdorf, ont été très influencés par Tenich, qui a lui essentiellement travaillé à Kiel. Et vous voyez la façon de construire avec ces longs pétales autour d'un modèle au gabarit est vraiment très, très particulier. Parce que ce que vous avez en bas comme ceci, ça, c'est je dirais, la façade officielle de ce plat à barbe qui a été conçu avec des dessins où il y avait des dessins préparatoires, où on a vraiment fait le maximum. Ça, c'est l'arrière du plat que vous avez là, où Tenich a vraiment s'est lâché et a peint les fleurs telles qu'il avait l'habitude de le faire. Et on retrouve ces choses-là dans le poil du Kirchgartenmuseum. Alors là, vous avez un problème qui m'avait à l'époque beaucoup perturbé parce que c'est signé de Polanon et c'est pas de Polanon. Hein. Moi, j'étais sûr que c'était de Polanon à l'époque et ce poil a été réalisé par Acker. La peinture du haut où il y a cette signature Polanon à Strasbourg 1759, correspond bien à ceci, mais par contre, les peintures du bas sont de Joseph Hanon. Donc, sans doute, puisque Polanon mort en 1760, Joseph Hanon reprend les manufactures en 1762, il a peut-être récupéré avec son oncle François Pollacker des poils en blanc et il a mis ses peintres pour réaliser la partie basse, ou Acker a réalisé la partie basse. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant de voir, vous avez deux époques de peinture sur ce poil, celle-ci qui date des années 1700, sans doute 59, et ceci qui est vers 1765, à Strasbourg également, de Joseph Hanon. Alors là, on passe devant un peu une catastrophe. Ce sont les poils de la résidence de Würzburg. Pourquoi catastrophe? Parce que c'est une gentille bombe américaine qui les a réduits à l'état de puzzle. Ça, ce sont des photos que j'ai réalisées il y a 30 ans, quand ils venaient de restaurer ces poils. Et ça va encore. J'ai été récemment, j'ai vu ces poils, ça a très mal vieilli. C'est un peu dommage, mais disons, c'est très intéressant de voir. C'est une peinture de Joseph Hanon
typique avec ces petites peintures qui datent des années 63-65. Il y a encore 2 autres poêles où je suis arrivé à rapprocher un dessin conservé au cabinet des estampes de Strasbourg, où on voit ce mercure que l'on retrouve un peu ici avec un peu des peintures, et ce sont de très beaux poêles qui malheureusement sont aussi complètement démolis. Et le dernier poêle conservé à Würzburg est celui-ci, où on retrouve le masque qui avait été utilisé déjà dans le poêle de la résidence de Rastatt. Voilà le dernier poêle de Strasbourg qui avait remplacé en 1770 pour la venue de Marie-Antoinette à Strasbourg, qui est arrivée à Strasbourg comme princesse allemande et repartie comme reine de France de Strasbourg. Et ces poêles qui sont dans la salle du synode ont été démolis et qui étaient des poêles en fonte à l'origine, qui ont été remplacés par ces poêles en faïence, qui ont été démolis en 1943 par une gentille bombe américaine. Et ça, ce sont des copies que les 2 d'Autriche ont payées pour refaire les poêles qui sont aujourd'hui et qui sont des copies réalisées dans les années 1960-70. Je termine cet exposé par ces 2 poêles qui est mon point de litige que j'ai avec les Allemands. Ces 2 merveilleux poêles qui se trouvent aussi à la Augustusburg, mais au premier étage, à Brühl, et qui sont des poêles merveilleux de qualité, de sculpture, dorure un peu moins, puisqu'ils ont été un peu chauffés et ils sont moyens dans leur état. Mais ce sont des modèles qui ont été réalisés d'après les modèles de Cuvilliés. Alors le raisonnement allemand est de dire c'est Cuvilliés actuellement qui à cette époque-là est en train de travailler pour les Wittelsbach à Munich, donc ça a été fabriqué en Bavière. Le problème, c'est que je ne connais aucune manufacture en Bavière capable de réaliser un poêle comme ceci, et c'est des choses qui sont d'une telle complexité qu'il faut revenir à ceci. Et ça, dans les recherches d'archéométrie que je fais actuellement avec le professeur Maggetti de l'Institut de minéralogie de l'Université de Fribourg en Suisse, où on est maintenant arrivé à créer un référentiel très précis pour la vaisselle, et de nouvelles attributions vont être publiées dans les prochains temps, en particulier sur des grandes statuaires. J'espère arriver à démontrer que ceci est également de Strasbourg. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Messieurs, dames, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Eh bien, merci. C'était vraiment un voyage extraordinaire. Magnifique exposé, magnifique. Magnifique. Oui. C'est complexe, et surtout de voir ça, c'est dommage de voir ça sur photo. Ces poêles, en réalité, c'est des merveilles. C'est des merveilles, c'est des choses. Vous pouvez comparer ça au Tempietto de Boselli à Savone, ou la Antoniuskapelle de Schretzheim à côté de Ellwangen, où vous avez tout un hôtel en faïence, avec tabernacle, chandelier, statues, etc. Mais là, c'est encore plus complexe, puisque on soumet ces choses-là à une chaleur qui les fait bouger. Qu'on le veuille ou non, il y a un phénomène de dilatation, et qui dit dilatation, donc ça bouge, et puis ça refroidit, donc ça se rétrécit, et puis vous le faites 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, mais au bout de 20 ans, 20 hivers, où vous avez ceci, vous voyez des fissures qui apparaissent, la chamotte qui est de ce mélange d'argile et de sable, et qui est utilisée, parce que la chamotte a la particularité, quand vous grattez, ça s'enlève, vous arrivez à l'enlever à l'ongle. Si vous avez en ciment réfractaire, vous vous cassez l'ongle. Ça, il faut... Et ils exportaient, est-ce qu'ils étaient exportés? Oui, sans problème. Les déplacements au 18e ne posaient pas de problème. Quand vous voyez par exemple le service, alors là je sais pour le service en faïence, qui a été acheminé à Zeugl, qui était le relais de chasse
de Clemens August à la Clemenswehr, ça se trouve à 80 km au sud de Brême. En octobre 1751, il y a 3 chariots qui partent de Strasbourg et qui acheminent le service à Zeugl et qui mettent un mois pour monter jusque là en haut. Ils prennent du temps par rapport à nous. Oui, oui. Et naturellement, si vous voulez monter un poêle comme ça, les poêles qui ont été montés à Brûle, à côté, Brûle se situe à côté de Cologne, vous avez toute une équipe qui doit monter là, hein, équipe, matériaux, etc. C'est vraiment ce sont de gros budgets. Hein. Mhm. Et cette production a été très renommée alors à travers toute l'Europe? Je n'en sais rien. Je Ouais. n'en sais rien. Mine n'en parle pas. Ceux qui s'intéresseraient vraiment ceci, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil dans la thèse de Mine. C'est en 1991. On va voir que la Je céramique suis, des poêles en France. Hein, et il a démontré que les poêles ont été fabriqués à travers toute la France. Hein. Je ne sais plus où j'avais trouvé ça, je crois que c'est au musée Arbaud d'Aix-en-Provence. Il y a une maquette de poêles en faïence de Marseille. Hein. Tout le monde a fabriqué des poêles. Naturellement, le problème, si vous n'avez pas de grande habitude, fabriquer un poêle et qui tienne le coup, surtout qui tienne dans le temps. Hein, quand un poêle se casse, un poêle 18e qui se casse au 19e, on l'achève à la masse. Ah oui. Voilà, ça a été toujours le problème des poêles. Les poêles ont été vraiment très répandus et encore récemment, il est passé un poêle de Cropper à Paris. Non, ce n'était pas un poêle de Cropper, c'était un poêle de Vienne à Paris et qui sont des choses alors qu'on voit la différence de qualité. Hein. Mais pour arriver à ce niveau de qualité tel que Acker était quand même connu pour faire sans doute. et celui qui était à Paris, en France, c'était Cropius, Cropper. Cropper, d'accord. Il y a Vous prenez quelqu'un le qui... livre, vous avez prenez le livre de Madame de Guillemont sur les faïenciers et porcelainiers parisiens sous Cropper, vous avez un résumé un peu de la thèse de Mine. Et si vous voulez arriver plus à fond, prenez la thèse de Mine, c'est délicieux. Hein, toutes les archives qu'il a trouvées et publiées. Quelqu'un demande ce qu'est la qualité contournée. Un trait autour du dessin. Dans la décoration, en particulier florale, au petit feu, c'est-à-dire la décoration où il y a du pourpre, vous avez 2 qualités, la qualité fine, la qualité contournée. La qualité contournée se distingue de la qualité fine par la présence d'un contour noir qu'il faut surtout essayer d'observer dans les parties pourpres. La qualité contournée, généralement, d'un point de vue technique, est un dessin noir qui est colorié, alors que la qualité fine fait appel à des choses beaucoup plus complexes. Si vous vous intéressez à ceci, vous devriez vous plonger, je pense que j'ai bien résumé le problème dans les 2 bouquins qu'on a sortis sur Strasbourg. Vous avez une partie technique très précise qui vous explique ceci. Je ne sais pas si je réponds à peu près. Bon, il y a... Il suffit de regarder deux décors, un contourné et un fin, et on comprend tout de suite, en fait. Oui. Oui, oui. Peut-être que dans les prochains cours, on aura l'occasion de vous montrer, je demanderai qu'elle vous montre la différence. Si vous allez sur le site du magasin, je crois, hein, qu'il y a la vidéo. Notre gendre a fait sur le site du magasin, vous mettez Antiquité Bastion, il y a un site et vous avez qualité fine, qualité contournée qui sont bien expliquées, avec une petite vidéo et un montage. Bon, ben voilà. Hein? Cette conférence par quoi? Bon, écoutez, si vous avez tout compris, je vous félicite. Hein, et mais disons, vous savez, la céramique de poêle, c'est vraiment un problème. Et il faut savoir, ceux qui vous seraient intéressés par des poêles, faites attention, il y a beaucoup de bricoleurs. Hein, et vous conseilleriez quoi? Pour faire quoi? Comme poêle, Comme poêle aujourd'hui? Oui. Alors,
si on veut utiliser un poêle à bois, aujourd'hui, il faut habiter la campagne. Ça, c'est la Oui, première chose, pour avoir oui. un accès au bois. Sinon, vous êtes obligé, comme les gars qui font des pizzas en ville avec des fours à bois, de se faire livrer tous les mois un bois, et c'est du boulot de charger le Oui, bois. oui, oui, oui. Deuxièmement, si on veut un poêle en faïence, il faut savoir qu'il faut vivre avec. Parce qu'un poêle en faïence, ces poêles-là, ça met entre 3 et 8 jours pour chauffer et que ça commence à rendre de la chaleur. Un poêle comme ça qui est monté, où vous avez une épaisseur sans doute derrière de chamotte et de briques réfractaires de 10 cm qui protège la faïence, parce que naturellement, on pourrait dire, voilà, on a juste la faïence, on met du feu derrière, mais alors là, vous brûlez votre poêle, et vous l'avez dégagé en 8 jours. Si on veut que toute cette armature chauffe, et chauffe doucement, il faut savoir conduire les feux. Mais tout s'apprend, et c'est merveilleux. Alors, je dirais aujourd'hui, d'un point de vue pratique, les beaux poêles en faïence, si pour des gens qui vivent avec, c'est vraiment ce qu'il y a de plus agréable, à chargement par l'avant, pas par la pièce à côté. À moins que vous ayez un château, que vous puissiez reconstruire le château autour du poêle. Non, 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 il faut savoir, c'est très onéreux, toutes ces choses-là. C'est comme quand je vois les Ginsroth à Strasbourg étaient fabricants de carrosses. Les carrosses qu'il a fabriquées, les berlines qu'il a fabriquées à Strasbourg, ça coûtait une berline 50 000 livres. Voilà. Oui. Le prix de 2 maisons. C'était des Rolls-Royce. Une dame demande qui fabrique les poêles. Est-ce que c'est un métier spécial? Est-ce que ce sont ceux qui les montent chez les clients? Enfin, oui, apparemment oui. Oui, mais surtout, il faut savoir, il faut que quelqu'un, avant de vous vendre un poêle, vous dise si votre maison, votre conduit, tout ceci est bien adapté à ce que vous voulez. Et ça, je crois que ça c'est la chose surtout. Un poêle qui marche, c'est merveilleux. Un poêle qui ne marche pas, c'est la poisse, pour ne pas dire autre chose. Quand ça ne chauffe pas, quand ça ne va pas, apprendre à conduire un feu dans un poêle, ça s'apprend. Mais il faut savoir si vous voulez des poêles anciens ou pas. Si on veut, il y a des poêles modernes, les Allemands ou les Autrichiens font des choses très bien, qui sont bien adaptées. Mais je vous dis, il faut d'abord bien étudier la chose en amont si on veut installer un poêle. Savoir si l'accessibilité au bois et du bois de qualité. Il ne faut pas venir avec un bois qui va vous enfumer le poêle, où vous êtes obligé de ramener tous les 3 mois. Il faut que ce soit du bois qui brûle bien, et que tous les problèmes soient étudiés avant. Et le problème du ramonage est un vrai problème, ça. Pour arriver à nettoyer un poêle comme ça ne se fait pas tout seul. Il faut avoir l'habitude, il faut et surtout avoir aussi quelqu'un qui… moi, je vous dirais, je ramonne moi-même les conduits cheminés. Comme ça, je sais que c'est bien fait. Et les caractéristiques du rocaille à Strasbourg, quelqu'un demande si vous pouvez définir. Alors, si vous vous intéressez à ceci, la prochaine génération, chez les Bastians, la 3e génération, il y a un de mes 2 fils qui a fait son master d'histoire de l'art à l'Université de Strasbourg sur la rocaille sculptée au XVIIIe à Strasbourg et sur tous les cadres. C'est vraiment un monde particulier où, si vous voulez essayer de comprendre ceci, il faut partir pour commencer du Palais-Rohan, terminé en 1942, et qui va exploser et va transformer profondément notre goût. Le début du chantier du Palais-Rohan, c'est 1932, a déjà eu des influences comme… bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu Strasbourg, mais quand vous voyez la chronologie des grands bâtiments, le Grand Doyenné, Hanau-Lichtenberg, De Pau, etc., vous voyez l'évolution de la rocaille, alors qui a influencé les arts décoratifs, que ce soit les faïences, l'argenterie, les poêles, les meubles, etc.
donner une caractéristique de la rocaille. Attendez, je vais essayer de... c'est plutôt dans les poils de la Augustusburg. Vous voyez ce que vous avez ici, ce type de rocaille, ici, ce médaillon. Mais disons, c'est plus simple de commencer par un miroir qui a un fronton de palmette qui est très particulière, avec 2 moustaches dessous. Marie, si regarde sur notre site, il y a des glaces. Des glaces. Oui, vous regardez sur le site du magasin, et vous mettez miroir et cadre, et vous allez voir des rocailles strasbourgeoises typiques. Où on vient de terminer une exposition là, il y a 10 jours sur l'art au 18e, et où la prochaine génération a fait quelque chose d'assez amusant. Ils ont fait faire une visite de la ville, ils ont montré les architectures et l'évolution de l'architecture, et puis ils avaient préparé au magasin des objets qui correspondaient à ces différents stades d'évolution. Et je crois que ça a été assez démonstratif de voir que l'art 18e, qui est un art total, comment la céramique est aussi associée autant aux boiseries qu'aux meubles, aux poils, aux miroirs, et qui correspondent à des types d'architecture. Oui, c'est intéressant. Je crois que ça a été une belle démonstration qu'ils ont pu faire, et les gens qui ont pu voir cette exposition, je pense, ont vraiment réussi à comprendre quelque chose. C'est formidable, toute une famille qui travaille pour Strasbourg, c'est génial. Oui, oui. Et je rappelle aussi que vous faites régulièrement des journées, là, non, c'est au printemps, vous avez 3 jours pour expliquer le 18e à Strasbourg. Non, vous ne faites plus? Non, ça on le fait moins, Ah bon, disons, depuis le confinement, mais ça va peut-être reprendre. d'accord. Ceux Bon, qui bah, c'est super. sont intéressés, vous pouvez vous adresser à la prochaine génération. Ils ont plein de moyens Internet pour expliquer plein de choses. Eh bien, merci infiniment. Je crois que tout le monde est très content. Oui, est-ce qu'on pourrait envisager, Monsieur Bastien, une autre conférence sur les grands poils de Saxe type Chambord? Parce qu'il y a des poils magnifiques. J'aimerais bien aller les voir, ces poils d'ailleurs. De la Silésie, alors ça, les poils de Chambord, Oui. ça, c'est Énorme, 5,60 m de haut. Moi, j'ai démonté le poil justement là. J'attends le remontage, le frère de celui qui existe à Chambord actuellement là. C'est magnifique. les poils de Chambord, ce sont des poils qui sont, je dirais, qui n'ont rien à voir. Les carreaux sont tout petits. Ah non, ils font 21 sur 30. Oui, c'est tout petit. Hein, Oui, les par poils, rapport. Oui. attendez que je vous montre où est-ce qu'il est le poil du Kirschgarten? Voilà. Hein. Là, C'est très grand, oui, ça. les carreaux, ça fait 85 cm de haut. Oui, mais il y en a peu, alors que là, à Chambord, il y en a énormément, il y en a une centaine. Oui, Enfin. mais monter des petits carreaux, monter des petits carreaux comme ceci, Oui. ça c'est pas compliqué. Oui. Monter ceci, tous les poiliers peuvent vous faire ceci. Vous voyez, c'est le même problème que ceci. Non, Hein. mais ma question, c'était, est-ce que vous pourriez faire une conférence sur tous ces types de poils différents qui sont magnifiques et qui existent dans les pays plus du Nord, enfin on en voit en Poméranie, on en voit, enfin dans l'ancienne Poméranie, on en Oui. voit. Est-ce que vous avez des documents pour faire une conférence là-dessus ou... Non, je ne les ai pas, et ils m'ont moins intéressé parce que Oui. je dirais, C'est plus répétitif, c'est ça. le poil rouge que je vous présente là, ça c'est vraiment simple. Hein, Oui. pour quelqu'un qui respecte ceci. Et plus les carreaux, d'ajuster les carreaux, tout ça, mais alors, ces énormes bêtes qui sont des choses comme ceci, ça c'est, pour moi, ça présente... Attendez, je vais essayer de vous montrer comment arriver à ça. Non, vous voyez, ici,
ou dans un poêle, attendez voir, les poêles de la résidence. Tout ça, là, vous avez un carreau qui est là. Mais c'est tous des motifs très riches. Hein, et tout ce que vous avez là, ce sont des petits carreaux qui sont des carreaux couvre-joints qui cachent les joints. Et ça, c'est pareil. Je pense que ça, c'est un carreau couvre-joint Ah oui. Ok. qui est là pour cacher ceci. Et on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a comme technique. Là, par exemple, ils ont dû sortir un seul carreau. Et comment faire tenir une sculpture comme ça avec son poids à l'intérieur, il doit y avoir tout un système pour arriver à ajuster ceci. Ça, c'est un seul morceau de faïence, là. Hein, ou alors ils ont triché dans les... Et il faut savoir, c'est vraiment des choses très complexes. Dans les poêles qui sont à Chambord, ce sont des choses qui sont beaucoup plus simples de montage. Vous avez des carreaux, oui, ça fait 20 x 30, ça c'est une dimension normale, comme vous aviez dans le poêle rouge là, que je vous ai montré de Strasbourg de Huguelin. Et là, les sculptures, elles sont collées à la barbotine ou elles sont moulées avec Non, le... Cécile, Oui. tout ce que vous collez à la barbotine, il faut que Ça ne ce soit... tiendrait pas? Non, il faut que ce soit dans le carreau et que tout le fond soit cuit en même temps avant d'être émaillé, puis doré. Et Mais alors, du coup, c'est moulé. c'est moulé, bien entendu. Ah oui, d'accord. Mais moulé en étant conscient qu'une statue comme ceci, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de moules pour la statue, qui a après le même problème qu'une statuette. Ah oui, Et d'accord. après, monter sur le fond, ajuster au fond, et que ça passe la cuisson de dégourdi, le problème de l'émaillage, puis le problème de la dorure. Ah oui, c'est énorme. Mais ça, on peut voir ces poils quand on va à la résidence de Rastatt, on peut le voir, ce poil. Oui, cela, vous pouvez les voir. Hein, ça, allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Et surtout, regardez, ils ont aussi là-bas un poêle viennois, je ne sais pas comment il est arrivé là-bas, mais qui est vraiment le poêle à 200 balles, quoi. Ça n'a rien à voir avec la technique des poêles strasbourgeois où François Pollacker était vraiment un maître. Et si Cropper a fait ses beaux poêles à Paris, c'est parce qu'il avait été formé chez Acker. Eh ben, c'est formidable tout ça, hein, on apprend beaucoup de choses. Hein. Oui, et si on n'a pas vécu le montage et un démontage de poêles comme ça, on ne se rend pas compte. Ben non, c'est sûr. Mais... Parce on est que quand même très admiratif. Hein. Oui, ça c'est moi-même, je suis à chaque fois émerveillé quand je vais les voir, ces monstres, c'est vraiment... Et surtout, pensez bien qu'il manque encore là une partie supérieure, qui a dû s'écrouler, qui a dû tomber, qui était lors d'un remontage qu'on ne pouvait plus gérer. Et voilà. Bon, eh bien, merci infiniment, Jacques. Je crois que tout le monde doit être très content. On a appris beaucoup, beaucoup de choses. On est très admiratifs de votre savoir et de ce poil absolument extraordinaire. Merci de nous avoir fait partager tout ça. Merci infiniment. Je vous en prie. J'espère à bientôt. Bonne soirée. Voilà. Merci infiniment. S'il y en a qui ont des questions à poser, vous pouvez les envoyer sur le mail du magasin. S'il vous plaît, mettez votre numéro de téléphone. Je reçois quand même beaucoup de demandes de renseignements. Je réponds aux demandes de renseignements lorsque j'ai un numéro de téléphone. Sinon, je passe ma vie à répondre à des... Oui. S'il vous plaît. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt.